Bonjour à tous, bienvenue sur Doc & Roll. Cette semaine, on vous propose une rediffusion du live que l'on a fait avec le docteur Michael Bobo sur Instagram le mois dernier, où nous avons parlé de la situation sanitaire aux Antilles. À l'été 2021, les Antilles connaissent leur pic d'hospitalisation et de malades Covid-19. Plutôt épargné durant les premières vagues, l'arrivée sur les îles du variant Delta associée à une faible vaccination de la population a entraîné une vague épidémique sur les deux îles françaises des Antilles. Un certain nombre de soignants sont donc allés sur l'île pour apporter leur aide pour faire face à cette vague de Covid sans précédent. Michael a donc participé à cet élan de solidarité venu de la métropole et il a pu ainsi voir la gravité de la situation sur place. Bon visionnage. Ok, bah écoute, déjà, merci, merci de pouvoir nous redonner ton expérience, d'avoir accepté cette invitation. Ça va? Bah ça va, écoute, merci à toi de m'avoir invité surtout, ça me fait plaisir. Non, non, Ça me, mais c'est cool. ça me fait plaisir de te voir aussi, ça fait longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, on est collègues, pour ceux qui rejoignent le live, on est collègues néphrologues, on ne travaille pas dans la même ville, mais on a la même passion, quoi. Voilà. La Euh, néo et le gros rock. et c'est ça, le gros rock, et un peu l'AREA aussi, toi un peu Ouais. plus que moi. Donc en fait voilà, l'idée de ce live, c'est de pouvoir parler un petit peu de ton expérience, puisque tu as pu faire une mission Covid aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe. Et Mhm. je pense que tout le monde a bien conscience que la situation là-bas, alors ça s'améliore a priori, hein, ça commence à aller un peu mieux, mais que la situation était extrêmement critique. Mais bon, finalement, vu qu'on est quand même un petit peu bassiné par le Covid, enfin bassiné, je veux dire, vu qu'on est quand même baigné dans le Covid depuis maintenant presque 2 ans, je pense que les gens ont un petit peu l'habitude d'entendre ce genre de trucs et se rendent pas bien compte de ce qui s'est passé là-bas ou de ce qui continue de se passer là-bas. Et c'est pour ça que je me disais, ce serait bien qu'on puisse faire un live dans lequel quelqu'un qui est allé là-bas et quelqu'un qui a bossé, on va dire, dans l'œil du cyclone, quoi, enfin finalement même pas dans l'œil du cyclone, dans le cyclone carrément, puisse nous raconter un petit peu son expérience. Et je pense que tu étais parfaitement la bonne personne pour faire ça. Euh, donc juste pour les gens qui ne te connaissent pas, donc toi tu es néphrologue à Marseille, au CHU de Marseille. Tu travailles aussi, tu as fait ta carrière, tu as une double carrière en réanimation. Donc tu connais assez bien le Covid, j'imagine, puisque ça fait comme énormément de gens en France, hein. Je m'inclus pas dedans parce que je suis parti en novembre. Tu travailles dedans depuis maintenant presque 2 ans. Bah, pendant la première vague, moi j'étais encore CCA en néphro au CHU de Marseille. Et puis en fait, quand il y a eu la première vague, comme moi, bah, comme tu l'as dit, j'ai fait en parallèle le desk de Réamed à l'époque où ça existait encore. Durant ce live, je ferai quelques petits encarts pour vous expliquer quelques termes techniques qui sont utilisés ici. Dans le feu de l'action, parfois, on ne vulgarise pas forcément tout, et donc il m'a semblé utile de vous faire quelques petites précisions sur certains points qu'on avait abordés dans ce live. Qu'est-ce que c'est un CCA et le desk de réanimation médicale? Un CCA, c'est un chef de clinique assistant, c'est-à-dire un médecin qui a fini son internat, qui a donc passé sa thèse de médecine et qui exerce comme senior dans un service d'hospitalisation. Le CCA est un titre que l'on donne aux jeunes médecins qui partagent leur temps entre la faculté et l'hôpital. Alors ça c'est en théorie, puisque dans de nombreux CHU, les CCA font quasiment 100% de soins hospitaliers. Le desk de réanimation médicale, c'est un ancien diplôme qui permettait de se former à la réanimation en passant par une autre spécialité médicale. Si jamais vous étiez cardiologue et que vous étiez intéressé par la réanimation, vous pouviez postuler pour faire ce diplôme d'études supérieures complémentaires, DESC, afin de vous former à la réanimation. Pour avoir ce diplôme, il fallait donc passer pendant votre internat au moins 1 an en réanimation, faire un mémoire sur un thème de réanimation et exercer en tant que senior en réanimation. Michael a donc fait cette formation. J'ai aussi fait cette formation. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire cette formation puisque la réanimation médicale est devenue un diplôme à part entière. J'ai été faire quelques semaines, quelques jours pendant la première vague pour dépanner un petit peu en réa quand ça a commencé à chauffer au niveau du Covid et où ils avaient pas mal besoin de renfort. Mais j'étais essentiellement côté néphro. Côté métro, ouais.
fois la gestion des patients hémodialysés qui avaient le Covid et aussi la gestion des Covid tout court. Hein. Et même si j'ai fait moins d'unités Covid parce que j'étais plus posté en réa pendant la première vague. Et après, moi, j'ai terminé mon assistanat en néphro et j'ai commencé en réamed à la PHM aussi. Et pile au moment où on se prenait la deuxième vague. Et depuis novembre 2020, hein, comme un peu tout le monde ici, on a fait énormément de Covid. Dans une réa en plus, on est dans une réa très axée respiratoire qui fait beaucoup de SDRA et qui est aussi la réa de l'activité de recours en fait pour les ECMO véno-veineuses, donc on draine énormément de Covid. Ici, on parle de SDRA et d'ECMO. Qu'est-ce que c'est que le SDRA? SDRA pour syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est un syndrome que l'on définit dans des défaillances respiratoires sévères. Lorsque le poumon est attaqué par un processus comme le Covid, un processus infectieux, eh bien, les cellules qui composent nos alvéoles pulmonaires vont mourir. Associé à ça, un certain nombre de cellules du système immunitaire vont arriver dans les poumons pour combattre l'infection. Toute cette arrivée de cellules dans les poumons et la mort de nos cellules pulmonaires va entraîner ce que l'on appelle un œdème. Cet œdème va s'intercaler entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires, qui sont les petits vaisseaux qui récupèrent l'oxygène de notre atmosphère. Le problème, c'est que cet œdème va empêcher la bonne diffusion de l'oxygène depuis l'alvéole jusqu'au capillaire et entraîner donc une baisse de l'oxygénation sanguine. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë est un syndrome extrêmement grave. Il nécessite la plupart du temps le recours à ce que l'on appelle la ventilation mécanique, c'est-à-dire endormir le patient, lui insérer un tube dans la trachée afin de respirer à sa place grâce à une machine de ventilation. Lorsque le poumon est trop abîmé et que la ventilation mécanique ne suffit plus, nous avons encore une dernière corde à notre arc, on appelle ça l'ECMO. L'ECMO, c'est l'Extracorporeal Membranous Oxygenation. Votre poumon va être remplacé par une machine qui va oxygéner le sang à l'extérieur de votre corps. L'ECMO est utilisé en routine dans des chirurgies comme les chirurgies cardiaques où on nécessite d'arrêter le cœur. Ainsi, cette machine va prendre le relais. Mais dans les situations pathologiques de réanimation comme le SDRA, l'ECMO est utilisé à visée de sauvetage pour remplacer vos poumons afin de leur donner une chance de pouvoir se réparer dans l'intervalle. Le taux de mortalité des patients que l'on met sous cette technique est extrêmement élevé, il est bien au-delà de 50%. Donc ça faisait de toi un candidat parfait pour aller donner un coup de main en Guadeloupe. Candidat parfait, je sais pas, mais en tout cas, ça s'est fait, j'ai envoyé ma candidature de façon volontaire. C'était un petit peu difficile en fait de partir finalement parce que il se trouve que depuis quelques semaines avant, ça commençait à être le plan blanc parce que la région PACA était la plus touchée à ce moment-là de la métropole. Hein, rien à voir évidemment avec ce qui se passait dans les Antilles, mais pour la métropole, on était la région la plus en tension. Donc j'avais envoyé, c'était qu'en début août, en fait quand il y a eu l'appel à renfort du gouvernement et des sociétés savantes de réa pour venir renforcer. J'avais envoyé ma candidature, j'avais pas eu trop de réponses et puis finalement en fait la dernière semaine d'août, pas de réponse, j'avais envoyé un petit peu de relance et ça a un petit peu tourné entre l'ARS qui au début voulait pas que je parte étant donné la tension sur PACA, mais comme c'était prévu sur mes vacances finalement comme c'est prévu sur mes vacances que je manquais pas au planning, ça a tourné avec après échange de mails entre l'ARS, mes chefs de service et la direction de la PHM, ils m'ont laissé partir sur ma semaine de vacances, mais je l'ai su la veille au matin. Je persuadé que je partirais pas et que ça allait être bloqué. Ah oui. Et en fait, l'ARS PACA et l'ARS de Guadeloupe m'ont appelé la veille au matin en me disant même sur une mission courte d'une semaine, on est intéressé pour que tu partes et que tu viennes l'été. Donc toi, finalement, quand ça a été accepté, quel était ton état d'esprit par rapport à ce que tu allais trouver? Tu travaillais dans une réanimation, qui plus est respiratoire, qui faisait beaucoup de Covid, dans une région en tension. Donc finalement, est-ce que tu t'attendais à trouver autre chose que ce que tu faisais au quotidien en fait, ou juste que tu allais faire de la réanimation sous les cocotiers, quoi?
Non, je pensais que la prise en charge, ça allait être la même. Hein, le Covid, je pense pour tous ceux qui en ont fait, voient à quoi ça ressemble en réanimation. Hein, c'est assez peu varié finalement. Mais bon, j'avais entendu que les capacités étaient complètement dépassées, que ce soit l'hôpital, la réanimation, les urgences. Donc ça, je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Je trouve que c'était assez mal retranscrit dans ce que j'avais pu lire, en tout cas. J'arrivais vraiment au terrain inconnu. Hein. Je ne savais pas dans quoi j'allais mettre les pieds. Et surtout en termes de manque de moyens, franchement, je ne savais pas où est-ce que, à quel Alors, niveau on allait manquer de moyens, quoi. du coup, juste pour que les gens se figurent bien, honnêtement pour moi aussi, parce que j'en avais pas vraiment bien la mesure, la Guadeloupe, alors toi tu étais en Guadeloupe, hein, la Guadeloupe c'est à peu près 400 000 habitants. Ouais, Sur une offre de soins, on a à peu près 30 lits de réanimation en temps normal, et il y a à peu près, euh, je sais plus combien de lits d'hospitalisation, je crois qu'il y a 320 lits de médecine à peu près en Guadeloupe. Et on arrive dans une vague où on a presque au maximum du nombre de cas. Alors attends, parce que j'avais bien vu tout ça. Enfin, en gros, là, aujourd'hui, on en est à presque 4000 hospitalisations et actuellement 45 patients en réanimation. Donc, ce qui est bien au-delà de la possibilité d'accueillir les gens en temps actuel en Guadeloupe. Donc, c'est là-dedans que tu arrives, en fait. C'est dans ce contexte-là. c'est ça. Moi, j'arrive du coup, j'arrive tout fin août. J'arrive le samedi 28. J'arrive en fait, j'avais candidaté pas spécifiquement pour la Guadeloupe. Hein, j'ai dit les Antilles, vous me mettez là où il y a de la place. Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment du dernier moment en fait, parce que pour avoir discuté avec tous ceux qui étaient dans le bus, dans l'avion avec moi, tout le monde a été contacté la veille. Hein. Tout le monde a été D'accord. contacté la veille, parce qu'en fait, il y a environ, il y en a il y avait une à deux arrivées de renforts par semaine. Donc il y a eu énormément de roulements de renforts. Nous globalement sur ceux qui sont partis dans mon avion, il y avait à peu près 150 renforts pour la Guadeloupe, 150 renforts pour la Martinique. D'accord. Il faut voir ça comme une arrivée toutes les entre une et deux fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, il y avait 300 soignants qui arrivaient C'est ça. aux Antilles pour, euh, pour, pour, pour aider, quoi. Donc, 300 soignants, je sais pas si. Donc, dedans, il y avait des médecins, des infirmiers, Infirmiers, soignants, soignants. et puis des gens avec qui j'aurais pas forcément imaginé en premier lieu, mais évidemment des pharmaciens, des psychologues, des Mhm. logisticiens, et ça c'est extrêmement important. On s'est rendu compte que les logisticiens, ceux qui couraient partout pour nous ramener du matos, pour commander de l'oxygène, pour commander des scopes, etc. Et ça c'était ultra important. Qui venaient un peu des quatre coins de la France. Ce qui m'a assez impressionné aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de l'Est. Et pour avoir discuté avec eux, pas mal m'ont dit qu'avec avec la vague qui se sont pris, la première vague qui se sont Mhm. pris, pour nous c'est normal pour nous c'est normal de venir aider, vu ce qu'on s'est pris sur la première vague, et que les renforts étaient venus pour les C'est aider vrai, eux. Voilà. c'est vrai. Et du coup, donc, tu prends l'avion avec un tas de gens et tu atterris à Pointe-à-Pitre, j'imagine. Enfin, je Ouais, sais pas où tu atterris. Et, c'est ça. et du coup, là, quand tu arrives, comment ça se passe Là, pour savoir exactement ce que tu vas faire, en fait? Et ben, en fait, jusqu'à mon arrivée, je savais même pas dans quel hôpital j'allais être affecté. Et en fait, personne savait où est-ce qu'il allait affecter, même s'il était affecté en réa, en service. Bon, moi, j'avais une petite idée, comme j'avais postulé en tant que réanimateur. Je, je me doutais que j'allais être en réanimation. Mhm. Euh, mais on ne connaissait pas nos affectations, ni l'hôpital d'ailleurs. Parce qu'on pouvait se retrouver soit sur Pointe-à-Pitre, soit sur l'autre plus grosse structure hospitalière, c'est si vous connaissez un peu la Guadeloupe, c'est à Basse-Terre, qui est sur la demi-île de Basse-Terre, Mhm. où il y a un gros CH aussi.
Et en fait, à l'arrivée, donc dans notre avion, il n'y avait pas uniquement des soignants, même s'il y en avait beaucoup. Il y avait aussi des soignants qui voyageaient soit pour le tourisme, soit pour le travail. Et en fait, les soignants, on était accueillis on était accueillis par l'ARS. Et à ce moment-là, on recevait nos affectations. D'accord. Donc moi, je me suis retrouvé, à ce moment-là, j'ouvre ma petite enveloppe et je vois que je suis affecté à la polyclinique de Guadeloupe, ce qui est en fait une petite clinique qui est dans Pointe-à-Pitre, qui se situe en fait juste à côté du CHU de Pointe-à-Pitre. Et qui a la particularité en fait d'avoir ouvert une réa 3 jours avant que j'arrive. C'est un établissement qui n'avait pas de réa. Okay. Les réa étaient en fait essentiellement, il y avait 2 réa sur l'île, c'est dans le CH de Basse-Terre et au CHU de Pointe-à-Pitre, qui avaient déjà énormément augmenté leur capacité avec au CHU de Pointe-à-Pitre des lits qui avaient été ouverts dans le réfectoire pour pouvoir augmenter leur capacité. Et ben, comme ça suffisait pas, ils ont installé une réanimation éphémère 3 jours avant que j'arrive. Bon, l'installation a pris un peu plus de temps que ça, mais les premiers patients étaient arrivés 3 jours avant. Et puis donc dans un service d'hospitalisation classique qui, d'après si je me souviens bien, c'était auparavant un service de néonat qui avait été fermé. Donc c'était un service d'hospice classique qui avait été mis en place pour faire une réa éphémère. Afin de vous représenter un petit peu ce que représente le challenge d'ouvrir une réanimation ex nihilo, je vais vous expliquer un petit peu les fondamentaux et les outils nécessaires au bon fonctionnement d'une réanimation. La réanimation est un endroit où on gère les urgences vitales, où un certain nombre de vos organes dysfonctionnent au point qu'il faut les remplacer par des machines. Pour avoir une réanimation complète, il va donc falloir un certain nombre d'outils pour permettre le suivi, le contrôle et la réalisation de ces remplacements d'organes. La première chose qu'il vous faut, c'est un lit. Ça paraît bête, mais en fait, les lits de réanimation sont des lits particuliers. Effectivement, un grand nombre de nos patients en réanimation sont endormis. Le fait d'être endormi toujours dans la même position va entraîner au niveau des points d'appui des zones que l'on appelle des escarres. Ces escarres sont problématiques car ce sont des plaies souvent graves et profondes qui peuvent avoir énormément de complications. Pour éviter cela en réanimation, on place les patients sur des matelas particuliers qu'on appelle des matelas anti-escarres. Ces matelas coûtent cher, plus d'1 millier d'euros, et il faut équiper tous les lits avec ces matelas. À côté de ça, il vous faut un scope. Le scope, c'est quoi? C'est un petit moniteur sur lequel vous avez tous les paramètres vitaux en continu du patient. Alors pas tous les paramètres vitaux, mais les paramètres vitaux qui vont vous permettre de détecter rapidement des énormes complications ou des énormes défaillances d'organes. À côté de ça, il va vous falloir un certain nombre de machines. J'ai parlé de ventilation mécanique, il vous faudra donc des machines de ventilation. Associé à ces machines de ventilation, une arrivée en air et en oxygène pur. Vous allez aussi avoir besoin d'un certain nombre de pousse-seringues. Les pousse-seringues, ce sont ces petits dispositifs motorisés qui permettent de diffuser les médicaments en continu à l'aide de grosses seringues. Si vous voulez être complet dans une réanimation, le dernier gros outil qui est très utile, ce sont des machines de dialyse quand les reins vont arrêter de fonctionner. Faire fonctionner des machines de dialyse nécessite un grand nombre de stockages puisqu'il y a énormément de poches à stocker. Et si vous ne voulez pas utiliser des poches, vous devez utiliser ce que l'on appelle un traitement d'eau, c'est-à-dire une pièce entière qui va filtrer l'eau afin de la rendre possiblement injectable au patient. À côté de tous ces dispositifs qui sont indispensables à l'ouverture physique d'une réanimation, il va vous falloir du personnel. Et du personnel en réanimation, il en faut beaucoup. Les malades sont lourds. En France, le quota est de 1 infirmière pour 2 à 3 malades de réanimation. Bien sûr, j'ai parlé des infirmières, mais il va falloir aussi évidemment des médecins et des aides-soignantes pour compléter le trio de choc de la réanimation. Ce qui était assez étonnant en arrivant, c'est que en fait, sur place, il y avait que des renforts, que ce soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des cadres. Tout était. On a été accueillis en fait le lendemain matin par les directeurs de la clinique. Mais tous les réanimateurs, tous les infirmiers, tous les aides-soignants de réanimation, tous les gens qui travaillaient là étaient des renforts de métropole. Donc il n'y avait pas de chef, il y avait que des gens qui avaient jamais bossé ensemble et qui se connaissaient pas. Et la première chose moi qui m'a frappé, c'est que finalement ça se passait bien, ça se passait sur le plan humain, sur le plan bosser ensemble et tout. Je trouve que ça se passait très bien. Il y avait
que des gens qui étaient là, qui avaient bossé, qui avaient envie de bien faire. Tout prend 2 fois plus de temps parce qu'on se connaît pas. On a tous des habitudes différentes qui viennent de nos centres, donc on bosse pas tous tout à fait pareil. Mais en vrai, enfin, c'était que des super rencontres et des gens avec qui c'était facile de bosser. Donc sur le plan humain, je trouve que ça vraiment ça roulait bien et ça, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça. Et tu vois, il y avait plein de gens qui arrivaient avec des idées, des trucs que nous on n'avait pas trop l'habitude de faire, qu'eux ils faisaient différemment dans leur centre. J'étais un peu dubitatif aussi en arrivant sur le fait qu'il n'y ait pas de chef, c'est-à-dire que moi je viens d'un CHU où tout est très hiérarchisé. Là on était 3 médecins par jour à peu près. On arrivait à se faire quand même 2 petits staffs par jour pour raconter un petit peu les patients dont on s'occupait, pour essayer de profiter des expériences des uns des autres, essayer d'avancer en conviant le personnel paramédical aussi, pour qu'on essaie d'avancer et de voir un petit peu les objectifs pour les patients. Et puis la nuit, il y avait une garde. En fait, on a commencé la réa quand je suis arrivé. Elle faisait 7 lits. Il y avait 7 lits qui avaient été ouverts là, en 3 jours. Et au moment où je suis parti, progressivement, on a pu augmenter le nombre de lits ouverts. Au moment où je suis parti, il y avait 12 lits ouverts. D'accord. Donc là, 12 lits de réa et vous étiez à peu près, c'était quoi le staff de cette réa? On va dire, tu vois, combien de médecins, combien d'infirmiers qui tournaient sur les roulements, quoi. Il y avait un médecin pour 4 patients à peu près. C'est pas mal. Un médecin pour 4 patients, un infirmier pour 2 patients, un aide-soignant pour 2 patients. Donc on était plutôt dans des conditions Des bonnes conditions. D'accord. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que, comme je disais, tout prend 2 fois plus de temps parce qu'on n'a pas le bon matos, parce qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas où est le matériel, qu'il y a toujours des gens à former, il y a toujours des gens qui arrivent et qui doivent se former. Donc tout prend 2 fois plus de temps. Après, on a été extrêmement limité par le côté matériel. Le côté matériel et médicaments, c'est ce qui a pu être limitant et parfois très frustrant aussi. Quand moi je suis arrivé, on avait des patients. En fait, l'objectif premier de cette réanimation, c'était de récupérer des patients des 2 grosses réanimations, le CH de Basse-Terre et le CHU de Pointe-à-Pitre, pour qu'ils puissent continuer à prendre des patients nouveaux de réanimation via les urgences et via les services d'hospitalisation, les patients qui se dégradent. Et nous, notre objectif, c'était de récupérer des patients, entre guillemets, en deuxième main, pour faire du sevrage respiratoire et surtout pour organiser les évacuations sanitaires vers la métropole. Ok. Genre de réa tampon, quoi. C'est ça, via le plan Hippocampe qui ramenait 1 à 2 fois par semaine des patients de Martinique et de Guadeloupe vers les réas de métropole pour décharger un peu la pression sur les réas qui étaient permanentes. Du coup, Mickaël, quand tu es arrivé et que tu as commencé à travailler, on va parler du côté matériel et tout ça, quelles ont été tes premières impressions sur les patients, tu vois, quels étaient le profil patient que tu avais? Est-ce que tu retrouvais un petit peu tes marques en termes de patients? Ou est-ce que tu voyais des choses que tu ne voyais pas en métropole, entre guillemets, à Marseille? En termes de profil patient, les patients étaient globalement ce qu'on voit surtout sur la dernière vague, c'est-à-dire des patients plus jeunes. C'est-à-dire qu'on avait quand même des patients qui étaient globalement jeunes, qui avaient en moyenne d'âge 40-50 ans. Probablement un petit peu plus jeunes que ce qu'on voyait sur Marseille, mais en tout cas, ça faisait plusieurs mois qu'on voyait un petit peu l'âge d'admission en train de décroître. Et essentiellement des patients qui avaient des facteurs de risque de comorbidité, c'est-à-dire des patients en surpoids ou obèses, des patients diabétiques. Il faut savoir que la prévalence est extrêmement élevée aux Antilles de surpoids, d'obésité, de diabète et d'hypertension. Et on sait que c'est des facteurs de risque de développer des formes graves de Covid. Essentiellement même à 100% dans notre réanimation de patients non vaccinés. Ça on en reparlera plus tard, mais
la proportion de vaccinés était extrêmement faible. En fait, au début de la grosse vague, de la 4e vague que s'est pris les Antilles, ils étaient de l'ordre de 20% de vaccinés en début du mois d'août. Mhm. Et Et là, bien écoute, en deçà de... j'ai regardé, on est à 39% Ouais, de couverture vaccinale, au moins une injection pour les plus de 18 ans, ouais. et 13% pour ceux qui ont entre 12 et 17 ans. Ça a très léger, c'est en train de monter, mais ça va très très doucement. Il y a énormément de défiance. Ça, tu vas peut-être nous en parler si tu as eu des retours par rapport à la population, effectivement, sur place. Mais du coup, ouais, donc tu disais par rapport aux patients, donc des patients plus jeunes, des patients qui ont des comorbidités, on va dire, qui sont liées à leur mode de vie, hein, je veux dire, C'est ça. C'est ça. Hein, et, et donc ces essentiellement patients-là, surpoids, diabète. On avait souvent aussi des diabètes non diagnostiqués. Hein. Il y a ouais, souvent des patients en fait qui arrivent avec une hyperglycémie majeure quand ils arrivent aux urgences et qui font tout leur séjour de réa sous des vitesses rapides d'insuline à la seringue électrique, qui ont nécessité donc des diabètes qui n'avaient pas été diagnostiqués auparavant. Voilà, beaucoup de surpoids, obésité. Et en fait, par contre, aussi, ce qui explique le jeune âge des patients, c'est que il y a une politique de tri. Ça, je pense qu'il faut en parler. Hein, il y a une politique de tri extrêmement dure, ce qui, je pense, a été choquant pour pas mal d'entre nous. Hein. Ça nous a été expliqué en fait dès l'arrivée à la polyclinique. L'algorithme en fait de prise en charge des patients en réanimation. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, au moment où je suis arrivé avec la saturation, évidemment l'algorithme bougeait en fonction de l'occupation des lits de réanimation. Il n'y avait pas d'algorithme particulier en tout début de vague où on prenait des patients on prenait des patients même âgés avec un état général qui était correct en début de vague quand il y avait la place en réanimation. Dans l'algorithme, hein, très clairement, 60 ans et une comorbidité n'allait pas en réanimation. donc là, faut bien que les gens comprennent ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que 60 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même somme toute jeune, une comorbidité, quand on entend comorbidité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire L'hypertension, le diabète? même voilà, hypertension, ça compte comme une comorbidité. Ah ouais? C'est assez dur. Ouais, ouais, Ah ouais. 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 Qu'est-ce qu'une comorbidité? Une comorbidité, c'est une maladie. Les comorbidités sont les pathologies qui vont nécessiter une surveillance particulière ou un traitement particulier. On va pouvoir classer parmi les comorbidités les plus classiques l'hypertension artérielle, le diabète de type 1 ou de type 2, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale chronique, le syndrome de Parkinson. Évidemment, quand on a une insuffisance cardiaque très grave, ce n'est pas la même chose qu'une hypertension artérielle. Mais ici, les patients étaient considérés comme comorbides dès qu'ils avaient une des maladies que je vous citais là. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont de l'hypertension autour de vous, mais franchement, pour une certaine partie d'entre eux, ils sont quand même en bonne santé. Et bien là, ils n'avaient pas accès à la réanimation. Donc je sais pas L'ambiance qui, quand on est arrivé là, à la réunion d'accueil qui nous ont montré le truc. Ouais. mais du coup, enfin, J'avais je sais pas. un collègue réanimateur qui me dit tu te rends compte, j'attrape le Covid, je fais une forme grave, je suis pas réanimé ici. C'est ça, c'est que j'allais dire déjà, la population de réanimation habituelle qu'on a en France, en règle générale, on va dire qui est 80% de la population qui est en réanimation habituellement, n'a pas accès à la réanimation avec cet algorithme. Oui, bien évidemment. Et l'autre chose aussi qui moi, en entendant ça, ça m'a fait un petit quelque chose aussi, c'est si dans ma polyclinique, je suis de garde, on m'appelle pour un patient qui décompense dans les étages. Je monte en service de médecine en unité Covid. Il y a un patient qui décompense. Si je considère qu'il nécessite la réanimation, je dois d'abord appeler la régulation de l'île pour faire le point sur les places de réanimation. Est-ce que si je suis la dernière place de l'île et qu'en même moment sur l'île, il y a un patient plus jeune qui décompense et qui a besoin de réanimation à ce moment-là, et ben mon patient, on va le laisser là où il est et on prendra le patient plus jeune. D'accord. Donc là, il y a aussi un petit côté pas de chance. On va dire que c'est vraiment la roulette russe
C'est-à-dire que tu décompenses au mauvais Ouais, moment, c'est-à-dire que tu as un an de plus qu'une autre personne qui décompense en même temps que toi. mm, Tu passes à côté de ta chance et ça peut se jouer à 1 heure près ou à 2 heures près, quoi. Globalement, quoi. Enfin, c'est ça. globalement, ça y est. Donc effectivement, ça j'imagine. Ça m'est pas arrivé là sur la semaine où j'y étais, heureusement. Mais c'est dur. Euh, Enfin, je veux dire, c'est dur ah, mais d'entendre ça quand t'es habitué à travailler dans un endroit où effectivement on a travaillé en tension avec le Covid, mais où on arrivait toujours à trouver une solution et où c'est la ça. plupart des patients ont été pris en charge même s'ils avaient 80 ans, quoi. C'est ça. Mais en fait, de toute façon, dans notre métier de réanimateur, on est amené à faire du tri parce que on fait toujours du tri. C'est-à-dire que on va toujours prendre les patients dont on pense qu'ils vont bénéficier de la réanimation. Il ne faut pas que la réanimation, ce soit des semaines, voire des mois de souffrance pour qu'au final, ça ne leur apporte rien, voire qu'ils décèdent en ayant perdu énormément en perdant énormément de force, en étant dénutris, etc. On fait toujours du tri. On sait qu'il y a des patients qui bénéficieront pas de la réanimation. Mais là, on n'était pas du tout sur le même niveau de tri. Hein. Là, c'était clairement de la priorisation. Hein. On était à la limite de la médecine de guerre. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que Et lui, il y a plus de lui, parce que comme tu le dis, hein, même si on fait du tri, si on pense qu'un patient il doit aller en réanimation, même si on n'a pas la place, on se débrouillera pour lui trouver une place. On va pousser les murs, on va faire sortir plus vite quelqu'un qui a besoin d'être là, etc. Mais il n'y aura pas comme ça de priorisation sur toi plutôt que toi. et du Donc ça, coup, ouais, ça c'était franchement assez dur. j'imagine que ça mettait quand même déjà une ambiance assez dure. Est-ce que tu étais finalement, est-ce que tu étais décisionnaire dans qui allait rentrer dans ta réanimation ou finalement vous aviez des coups de fil en disant bah voilà vous avez un lit donc on vous envoie telle personne. Non, oui, c'est Euh, ça. En fait, il y avait une des réanimatrices qui se chargeait qui se chargeait de la régulation. On était essentiellement aux soins. Il y avait une personne qui faisait de la régulation. d'accord, Donc, ce qui était assez confortable aussi. Nous, on avait uniquement à se concentrer sur les patients. Une personne qui faisait la réanimation, c'est-à-dire dès qu'on faisait sortir quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un qui sortait, soit par décès, soit par sortie vers le service, elle prévenait, on a une place, et en général, on récupérait un patient des deux autres CH. ouais, alors du coup, par rapport au roulement de la réanimation, donc, il y a plein de gens qui connaissent pas comment fonctionne la réanimation. En tout cas, c'est vraiment un milieu à part. Quand on a l'habitude de travailler dedans, on est habitué à tout ça, mais quand on n'y est pas, ben, ça peut être assez choquant. Enfin, je veux dire, les patients de réanimation sont des patients extrêmement lourds, dont le pronostic est toujours réservé, même après plusieurs mois d'amélioration, il peut toujours se passer quelque chose. Euh, la question, c'est, il y a énormément de discussions autour de la réanimation. C'est un milieu où il y a une nécessité technique qui est très importante, puisqu'on va traiter normalement l'ensemble des défaillances d'organes. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu avais le matériel nécessaire pour pallier à ce qui est une réanimation classique, on va dire un respirateur, une machine de dialyse, éventuellement un échographe pour la routine, les pousse-seringues, enfin, les choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un service de réanimation. Ça, c'est la première question que je vais te poser. Est-ce que par rapport à ça, vous étiez confortable ou est-ce que c'était aussi une source de stress en plus de l'algorithme? Alors ça, très clairement. Après, voilà, nous, ce qui avait été défini, normalement, pour être transféré chez nous, en fait, je veux dire, on devait être un service un peu tampon de civilisation on devait prendre des patients stables qui devaient, avant d'être transférés, avoir moins de 50% des FiO2, c'est-à-dire peu dépendant de grosses quantités, pas dépendant de grosses quantités d'oxygène, dans le but de continuer à les stabiliser pour les envoyer ou d'arriver à avancer sur le sevrage. Par contre, on n'était pas équipé pour faire de la dialyse. On n'avait aucune machine de dialyse. Euh, donc normalement, on ne devait pas recevoir ces patients-là. Après, en fait, quand on est arrivé, au moment où je suis arrivé, moi, on avait donc des respirateurs. Les respirateurs, on en avait en quantité. Des pousse-seringues, on en avait en quantité. Par contre, là où ça a clairement pêché, c'était au niveau du monitoring. Hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas moyen de monitorer la pression artérielle sanglante.
on n'avait pas de moyen de monitorer la tension via les cathéters artériels. Donc on n'avait pas moyen d'avoir une tension artérielle en continu, ce qui est extrêmement gênant en réanimation, notamment chez les patients qui sont sous amine vasopressive. Donc ça a été le premier écueil qui a fait que c'était extrêmement difficile. L'autre chose, ça c'est plus sur du moyen long terme, c'est-à-dire qu'en fait on recevait des patients qui étaient certes stables au moment où on nous les envoyait, mais parfois, en fait s'ils avaient 50% des FiO2 ce jour-là, ils étaient éligibles à venir chez nous, sachant qu'on pouvait les recevoir à J2 du Covid, et ceux qui ont fait un peu du Covid en réanimation, à J2 de l'intubation, savent qu'ils peuvent se dégrader très rapidement. Donc en fait, on s'est rendu compte dès le début qu'on allait avoir besoin de faire du décubitus ventral, ce qui nécessite quand même une certaine logistique. Qu'est-ce que c'est que le décubitus ventral? Nos poumons sont des organes qui sont essentiellement gonflés par de l'air. Le problème est que quand on est couché sur le dos, une grande partie de notre tissu pulmonaire est comprimée et écrasée par la pesanteur. À l'état basal, nous n'avons pas besoin de 100% de notre capacité pulmonaire pour respirer. Quand nos poumons sont agressés par un processus comme le Covid-19, un certain nombre de ces alvéoles ne fonctionnent plus. Il faut donc recruter un maximum d'alvéoles possible, et ça, on le fait en retournant le patient et en le mettant sur le ventre. De ce fait, la grande partie des alvéoles qui étaient écrasées par la pesanteur va se retrouver alors gonflée par de l'air et donc participer beaucoup plus aux échanges respiratoires. Cette technique n'est pas anodine du tout, puisqu'il va falloir faire plusieurs choses avant de pouvoir la réaliser en réanimation. La première chose, c'est qu'il faut que votre patient soit parfaitement endormi, c'est-à-dire qu'il faut le sédater très lourdement. Associé à cette sédation, on va utiliser des paralysants musculaires qu'on appelle des curares afin de relaxer au maximum l'ensemble des muscles du corps et surtout les muscles de la cage thoracique afin d'augmenter au maximum son volume. Étant donné que le patient est endormi de façon lourde, il va falloir le mobiliser. Et pour mobiliser une personne qui ne bouge pas, il faut être beaucoup. D'autant plus qu'en réanimation, les patients sont branchés par de nombreux orifices. Déjà, dans un premier temps, il y a la sonde d'intubation qu'il faut absolument veiller à ne pas déplacer quand on va retourner le malade. Mais il y a aussi l'ensemble des cathéters, la sonde urinaire, et tout ça, il faut le faire en équipe. La plupart du temps, un décubitus ventral nécessite entre 4 et 8 personnes pour être réalisé et va durer dans sa préparation entre 30 et 45 minutes. Une fois que le patient est sur le ventre, il va falloir s'assurer qu'il n'y a aucun point d'impact trop marqué. Effectivement, si l'on retourne le patient sans faire attention à son nez ou à certains points d'impact, ceux-ci vont pouvoir s'escarifier, nécroser. Et à ce moment-là, on n'avait pas de bio, on n'avait pas de mousse pour protéger un peu le visage des patients. Et surtout, on n'avait pas les matelas adaptés. On avait des matelas classiques, même pas des matelas anti-escar, hein. On avait des matelas classiques d'hospitalisation, des lits normaux, quoi. Donc c'est là que tu apprends un petit peu à bricoler, à faire des billots avec des draps et de récupérer ce que tu peux récupérer, au bloc en termes de gélose. Pour essayer de les installer sans trop comprimer le visage, etc. Mais ça, le scope et les scopes et l'absence de matelas adaptés, c'était assez limitant. Et du coup, est-ce que tu as eu des situations dans lesquelles le matériel a été clairement décisif dans le pronostic et l'issue du patient? Oui, clairement, moi j'ai un souvenir douloureux, je pense qu'il a été douloureux pour toute l'équipe, c'est-à-dire que il y a un patient qui était déjà intubé, qui a commencé à se dégrader. Est-ce que c'est à la fois le matériel et en fait la saturation du système, hein, c'est-à-dire que le patient commence à se dégrader. Qui commence à partir en choc septique, qui se dégrade très rapidement sur le plan hémodynamique. Sa tension, on n'arrive pas à la maintenir malgré des doses importantes de noradrénaline. On a l'impression qu'il a un abdomen qui commence à gonfler. Donc, en situation habituelle, avec tous les moyens qu'on a en métropole, ce patient, il serait allé sans délai au scanner et il aurait eu un avis chirurgical. C'est un patient de 59 ans qui avait des comorbidités classiques, hein, hypertension, diabète, surpoids. Donc, à ce moment-là, nous, sur la polyclinique, on n'avait pas de scanner.
Donc, il aurait fallu le transporter via SAMU au CHU de Pointe-à-Pitre, qui était pas très loin, hein, qui était à 200 mètres. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu le transférer vers la réanimation du CHU parce que ce sont eux qui ont le plateau. S'il avait fait une prise en charge chirurgicale, ce qui paraissait probable, étant donné le tableau, ça ressemblait franchement à sepsis abdominale. Donc à ce moment-là, on appelle la régulation au niveau de l'île et les réanimateurs du CHU. Et les réanimateurs du CHU. Le malade, il est trop grave, on n'aura pas les chirurgiens disponibles, donc ça sert à rien de le scanner. Et je pense que la réanimation s'arrête là. D'accord. Donc pour un truc qui, enfin quand même resituons-le, qui est quand même d'une banalité routinière, enfin je vais pas dire que c'est de banalité parce que quand ça t'arrive c'est pas cool, mais c'est quand Quand même ça quelque t'arrive, le patient il a quand même de grandes chances d'y rester, mais tu fais le maximum. Et Ouais, là, après c'est tu fais le maximum après de ce que tu peux faire. Et là, ce qui- là, ce qui- là je veux dire qu'on a quand même tous plutôt passé un mauvais moment. Ouais. Mais du coup c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ce que tu dis c'est que vous êtes dans une unité de réanimation éphémère dans laquelle vous avez la capacité de faire de la ventilation artificielle globalement. Mm. Mais si jamais avec un peu de support, comme tu dis, mettre un peu de noradrénaline, mais sans pouvoir non plus monitorer correctement la pression artérielle, du coup, on a l'impression que tu travaillais dans une espèce d'ambiance où il faut que ça aille. C'est plutôt une réanimation dans laquelle on doit s'améliorer en fait, clairement. C'est-à-dire que si on ne peut pas, si C'est on est ça, dans ta réanimation et qu'on se dégrade, il y a de grandes chances que ce soit la dégradation finale, j'ai envie de dire. c'est ça, c'est ça, Et c'est donc ça, ça. est-ce que Donc c'est après, nous, on a un autre exemple. On a une patiente qui s'est dégradée, qui a fait une insuffisance rénale aiguë sévère, qui allait probablement avoir besoin de dialyse. Là, on en discute, en fait, on en discute avec le CHU, voir si éventuellement ils pourraient la prendre. Là, ils l'ont prise parce qu'eux, ils avaient accès à la dialyse. Éventuellement, voilà, faire des échanges. On leur envoie un patient, ils nous envoient un patient plus léger. Mais à la base, voilà, on était censé être un peu un sas. Mais finalement, on a vu que les patients se dégradaient. On n'était pas censé faire du DV. On en a fait énormément finalement parce que c'est l'histoire naturelle du Covid? du décubitus ventral pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. C'est un peu l'histoire naturelle des Covid. Et en fait, on s'est retrouvé avec une réanimation bien plus lourde que ce qui était vendu, quoi. Parce Ouais, que parce que malheureusement, on n'a pas le choix et que les malades se dégradent. Après, on a aussi eu des petites victoires qui font plaisir, hein. C'est-à-dire, on a eu un patient qui, au moment où passe le SAMU, en fait, le SAMU pour lequel on a sélectionné en amont des patients qui sont suffisamment stables pour partir en métropole. À ce moment-là, le patient se dégrade, donc il est trop instable pour pouvoir partir et supporter 9 heures de transport en avion. Il rate son Evassan. 3 jours plus tard, on arrive en lui refaisant du décubitus ventral, en avançant un petit peu, en traitant sa pneumonie. On arrive à avancer. Et les patients il y a des patients qu'on a pu extuber dans le service, et ça fait quand même plaisir. effectivement, ouais. Les patients qu'on a pu extuber dans le service, qu'on a pu sortir vers des unités de réadaptation, ça fait quand même plaisir. C'est-à-dire que on a quand même pu rendre service à ces gens. Et du coup, donc là, tu parles tu parles des choses qui se sont bien terminées, donc des patients en tout cas que vous avez réussi à sauver de la ventilation artificielle. Mais parlons un petit peu de l'inverse, hein, c'est-à-dire des patients qui sont arrivés et qui finalement se sont dégradés et sont décédés dans votre unité. Comment est-ce que vous gériez ça? Parce que j'imagine que là, tu parles d'une population qui a clairement pas, c'est pas son heure de mourir, quoi. J'ai envie de dire, Ouais. s'ils ont tous moins de 60 ans, comment est-ce qu'on gère ça? Parce que finalement, pour avoir travaillé plus maintenant dans le sens où je suis aux États-Unis, mais en réanimation, voilà l'annonce de la limitation de soins, c'est-à-dire au moment où on dit à la famille que c'est terminé, que ça va s'arrêter, ou c'est quelque chose qui est douloureux, mais la plupart du temps en réanimation, la plupart de nos histoires sont faites sur des gens qui ont déjà bien vécu ou la plupart du temps ont des histoires qui justifient pas forcément qu'ils meurent en réanimation. Mais ce que je veux dire, c'est que
on arrive en tant que soignant à passer au-delà du fait qu'une personne va mourir en mettant les filtres de c'était une personne très malade, c'est une personne âgée. Enfin, comment est-ce qu'on gère ça dans un environnement de catastrophe avec que des gens jeunes, quoi? Disons que moi, personnellement, les entretiens avec les familles, je les ai gérés comme j'ai l'habitude de le faire, oui, avec des gens souvent plus vieux. Après, là d'où je viens, la réanimation où je viens, comme il y a beaucoup d'ECMO, on a aussi beaucoup plus de patients jeunes. On a aussi malheureusement un petit peu cette habitude. Je pense qu'il n'y a pas de, je pense que enfin, ça se passe jamais bien, hein. Ça peut Non, c'est pas se sûr. passer bien. Ça peut pas se passer bien. C'est et malheureusement en fait souvent en fait c'est même ce que je dis aux familles et ce qui est la vérité, hein, c'est que c'est pas de la limite. On n'est pas pour ces patients jeunes là. Souvent c'est pas on n'est pas sur de la limitation, hein, on est sur qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire. Et c'était particulièrement vrai là en Guadeloupe, c'est que de ce qu'on peut faire là, on est au maximum et malheureusement ça suffit pas, quoi. Et le maximum en Guadeloupe, c'est clairement probablement le minimum en métropole. Enfin, quand je dis ça, c'est que si t'as pas accès au scanner, si t'as pas accès à de la chirurgie, si t'as pas accès à de l'imagerie, à de la chirurgie quand tu es une réanimation, globalement, il n'y a aucun CH qui aurait accepté d'ouvrir une réanimation en temps habituel, je veux dire, Bien sûr, dans évidemment. un endroit où il n'y a pas d'imagerie d'urgence et où il n'y a pas de chirurgie d'urgence, puisque finalement, ça ne Évidemment. peut pas fonctionner. Oui, et puis tu vois, je pense pas qu'aucune structure accepterait de remettre complètement les clés d'une réanimation à des renforts de métropole qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ont jamais travaillé ensemble. Et c'est dire que la situation était complètement désespérée. Exactement. Moi, je suis arrivé le samedi vers 21h. Le dimanche matin, donc on arrive à l'hôpital, j'arrive directement à l'animation, je fais ma journée. Le lendemain, on dit bon bah tu fais la garde de demain, c'est parti, hein. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur on va dire, selon toi, toi qui as été au contact un petit peu là-bas, pourquoi, donc, on explique en partie ce qui se passe là-bas par plusieurs choses. Déjà, un virus qui est beaucoup plus virulent. On l'a vu en Inde quand il est Ouais. apparu, ça a été vraiment une catastrophe absolue. On a regardé ça d'un œil un petit peu effaré en se disant, mon Dieu, les Indiens, c'est vraiment, c'est absolument abusé la façon dont ils gèrent ça, comme à chaque fois. Et puis finalement, quelques mois plus tard, on se prend une baffe aussi en France. Alors on reviendra sur la vaccination effectivement, mais est-ce que tu as pu discuter avec des gens sur place, des gens qui n'étaient pas vaccinés, du coup vu qu'ils étaient majoritairement pas vaccinés, les gens que tu as extubés ou la famille ou et quel est en fait l'état d'esprit là-bas par rapport à ça, puisque là clairement on est au-delà de la preuve, en fait on est dans l'horreur scientifique quoi. La science la plus froide qui puisse exister, c'est-à-dire bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Quelle est la réaction finalement de la population sur place, selon toi, hein? Alors il y a énormément de défiance là-bas, comme vous en avez peut-être entendu parler, hein, vis-à-vis de la vaccination. Comme je le disais, moins de 20% de personnes vaccinées au début de la vague, là en début août, sur les Antilles. Un petit peu plus de gens vaccinés en Guadeloupe qu'en Martinique, mais c'était assez kiff-kiff. Et après, nous, en arrivant, ce qui est assez c'est particulier, en arrivant, l'ARS nous a dit un truc. On a quelque chose à vous dire. La vaccination, c'est très compliqué ici. Ne rentrez pas dans le débat. Nous, il y a des équipes qui sont là pour ça. Vous rentrez pas dans le débat parce que ça crée énormément de conflits. Ça crée énormément de conflits, notamment avec les médecins qui en parlent. Vous vous soignez et la vaccination, c'est les équipes de vaccination qui en parlent, c'est les cellules de crise psychologique, etc. Mais c'est un sujet qui est extrêmement tendu, quoi. Donc, moi, j'ai fait de l'information minimum. C'est-à-dire que quand on me posait la question pourquoi il est là, je dis comment ça se fait qu'il a pu attraper un Covid aussi grave. Je disais il a attrapé un Covid aussi grave parce qu'il a des facteurs de risque de faire des formes graves de Covid et qu'il n'est pas vacciné et que on a un variant Delta qui est particulièrement virulent, hein.
Je pense que c'est ce qui explique hein, la situation actuelle aux Antilles. Hein, ce qui s'est passé le mois dernier, c'est un variant qui est beaucoup plus virulent, une population qui a tous les facteurs de risque pour faire du Covid grave, hypertendu, diabétique, surpoids, obésité, et un taux de vaccination extrêmement faible. Concernant le respect des gestes barrières, je sais pas trop moi comment c'était avant, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivé, l'île était déjà confinée, donc c'est-à-dire qu'il y avait un confinement, on était censé sortir que dans un périmètre de 5 km autour de chez soi. Il y avait un couvre-feu à 19 heures, donc et ça c'était ça c'était très respecté en tout cas. Je ne sais pas comment c'était avant. Est-ce qu'il y avait les gestes barrières étaient suffisamment respectés à ce moment-là? En tout cas, au moment où je suis arrivé sur l'île, le confinement était globalement très respecté par les gens. Et les patients, quand ils se réveillaient, est-ce qu'ils verbalisaient un petit peu, est-ce qu'ils verbalisaient ça ou est-ce qu'ils restaient dans une forme de déni? Il y avait un déni, hein, d'ailleurs. Je sais pas. Un peu, ouais, un peu, ouais. Un peu. Il y a, ils évitaient un petit peu, plutôt à éluder la question, quoi. Ouais, après, je peux comprendre que tu te retrouves quand même dans une situation. Alors, bon, c'est clairement peut-être pas le moment que tu viennes et que tu fasses, Mm. tu Et l'avais dit, hein. alors? Oui. Et alors, on fait moi le malin maintenant. Ah ouais, parce que clairement, parce que bon, effectivement, tu viens d'échapper à quelque chose de très grave et Après, les gens étaient très très conscients. Hein. Ça, les gens ouais. étaient très très conscients. Ils étaient conscients qu'ils étaient passés pas loin de la mort. Mais, euh, mais après, oui, il y Ouais, a aussi des réactions un peu étonnantes. C'est-à-dire que moi, il y a une famille que j'avais appelée pour leur dire que leurs proches étaient en train de s'aggraver. Ils me disaient non, mais nous, on croit pas que c'est le Covid. Non, mais on n'y croit pas. Et vous pouvez me dire, mais nous, on n'y croit pas. Et le Covid, ça tue que les gens qui sont vieux, c'est pas possible. On pense que c'est pas ça et qu'il y a une erreur. d'accord. Bon, après ça, tu sais, on voit des gens qui disent qu'ils n'ont pas le cancer, qui sont persuadés que c'est Ouais, autre chose. Mais oui, oui, oui. Mais là, il y a même, je pense, une partie effectivement des gens qui sont dans un déni complet de pandémie. euh, En France et partout d'ailleurs. Et effectivement, c'est très compliqué pour eux de leur faire comprendre ça. J'ai des collègues qui passent. Du coup, par contre, ouais, par contre, par rapport à ce qui a pu être vu, je pense notamment la semaine dernière, avec des soignants qui se faisaient accueillir à coups d'insultes à l'arrivée à l'aéroport. Personnellement, nous, ça nous est pas arrivé du tout. Nous, on a eu que des d'accord. gens extrêmement gentils à l'hôpital, que des gens qui étaient contents qu'on soit là, qui ont été extrêmement sympas, extrêmement accueillants. Moi, j'ai pas vécu ça du tout et je pense que on a les mêmes en métropole. Hein, c'est le fruit d'une minorité qui représente pas la population qui est là-bas, mais qui sont extrêmement bruyants, extrêmement Alors, pénibles. ouais, alors ça c'est vrai. Je pense que tu as raison pour les gens qui vont jusqu'à venir huer les soignants à l'arrivée Hum, à l'aéroport. Il y a comme une forme de truc actif. Donc ça, c'est des gens qui sont de toute façon, qui sont dans un processus de complotisme ou de négation qui a existé à travers toutes les époques d'ailleurs, mais qui se voit comme ça maintenant. Mais bon, quand même, on a, comme tu le disais, hein, une population qui est de toute façon extrêmement méfiante par rapport hum, à ce qui est fait. Et je pense que de toute façon, moi j'ai habité à l'île de la Réunion, c'est un petit peu différent, mais c'est des gens qui sont quand même très très ancrés dans la médecine alternative, dans les rites les ouais, guérisseurs, les machins. Et du coup, c'est comme ça, c'est dans la population. Il y a aussi une forme de voilà, c'est une forme de culture. Je dis pas qu'ils ont pas du tout accès à la médecine moderne, pas du tout. Mais je veux dire, c'est comme quelque chose de culturel, et tout effectivement à fait. quelque chose qui vient de la métropole est souvent vu d'un œil un peu suspicieux. Rajoute à ça le travail des complotistes à travers le monde et de la désinformation. Il en faut pas beaucoup plus, mais Hum, c'est vrai que c'est quand même dur de voir qu'il y a une aussi grande disparité. Nous, on crie parce que en région PACA, il y a un retard de vaccination
pour différentes raisons, on ne rentrera pas dans le détail, mais je veux dire, on est quand même là dans un autre niveau, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. tu es arrivé dans un endroit où il y avait 20% des gens qui étaient vaccinés, même pas, quoi. Mm. Et c'est quand même assez fou de voir, de voir que les choses ont pu évoluer comme ça sur le territoire français. Après 18 mois de pandémie et une première vague qui a laissé des traces indélébiles dans le Grand Est, et même dans le Grand Est, ça n'a pas été comme ça. Ouais. C'est que là, effectivement, la souche originale était clairement beaucoup plus sympa que celle-ci. Si on avait Oui, commencé par le Delta, ce serait une catastrophe. c'est clair. Ouais, ça c'est évident quand on voit les ravages là de Delta. En tout cas, voilà, en discutant avec à la fois les médecins qui venaient du Grand Est, on avait beaucoup, comme je vous disais, de médecins de Strasbourg, de Mulhouse, et l'ARS, en comparant les chiffres, c'est la vague actuelle aux Antilles est bien plus importante que la première vague dans le Grand Est. Pour Exactement. répondre à Olivier FLB, non, dans notre réanimation en tout cas, aucun vacciné de tous les patients Covid qu'on a reçus. Ça, c'est un argument qui est intéressant, mais je dois dire un mais, je le dis ici, c'est amené à changer ça. De toute façon, fatalement, avec le nombre croissant de gens qui se vaccinent, on va trouver de plus en plus de gens vaccinés en réanimation. Donc, il faut être très prudent quand on utilise l'argument de dire, de toute façon, il n'y a pas un seul vacciné en réanimation. Regardez, c'est la preuve que ça fonctionne. Non. Il y en aura, oui. Il y en aura, et il y en aura de plus en plus. Et ça ne veut pas dire que le vaccin ne fonctionnera pas. C'est juste qu'on trouvera de moins en moins de non-vaccinés. Donc, fatalement, on trouvera plus de vaccinés en réanimation. Bref, en tout cas. L'important, c'est qu'il y ait de moins en moins de gens en réanimation. Ouais, exactement ça. Alors, juste avant qu'on puisse répondre un petit peu à vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour les 10 dernières minutes. Je voudrais que tu nous dises deux choses. Ton pire souvenir là-bas et ton meilleur souvenir par rapport à ton expérience. Et est-ce que pour toi, ça a été un avant-après par rapport à ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont par rapport à ta pratique et même autre, quoi. Est-ce que il y a quelque chose qui a changé depuis que tu es allé là-bas? Tu n'es pas allé longtemps, mais enfin, tu as vécu quand même quelque chose d'assez fort. Donc ton pire et ton meilleur souvenir là-bas, et est-ce qu'il y a eu quelque chose, un avant-après par rapport à ton expérience? Mon pire souvenir, c'est celui que je vous ai raconté là, le patient qui a fait cette kyste abdominale, qui a du coup pas eu de scanner et que la réanimation s'est arrêtée là quasiment instantanément. J'en ai pas super bien dormi la nuit suivante. Pourtant, des patients qui meurent, on en voit quand même souvent en réanimation. Et là, ça m'a fait quelque chose, clairement. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est un patient qu'on a réussi à extuber, qui m'a dit le dernier jour, le jour où je suis parti, là, je sortais de ma garde, on l'a extubé après avoir pas mal galéré avec lui là pendant toute la semaine, et qui me répond ça va bien, qui me fait le pouce en l'air et qui dit je me sens bien. Cool. Ça c'est un bon souvenir. Et puis en tout cas les équipes vraiment, c'était des super rencontres. Les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues, les logisticiens, les cadres. Franchement, j'ai rencontré des gens absolument incroyables et vraiment des gens qui font leur boulot de façon très désintéressée et des superbes personnes. Après, par rapport à mon expérience en métropole. D'un côté, je trouvais ça extrêmement terrifiant qu'on arrive en fait, on a l'impression de faire de l'humanitaire ou de la médecine de brousse, toute proportion gardée, en France. Et d'un autre côté, on se rend compte aussi qu'on arrive à se débrouiller avec moins de choses. C'est-à-dire que on se rend compte aussi qu'on fait de la médecine de riche, qu'on a énormément de chance, qu'on a un plateau technique dans les CH, dans les CHU, en métropole extrêmement développé, et que probablement on fait aussi des choses qui sont pas forcément indispensables. C'est-à-dire, est-ce que c'est indispensable d'avoir systématiquement 3 gazométries par jour? Est-ce que non, mais c'est moi, j'ai travaillé dans une réa où c'était la diète, c'était le chef de service, c'est un Auvergnat, donc de toute façon,
voilà, c'était pas comme ça. Et Mais oui, je vois ce que voilà, tu veux dire. 3 gazométries par jour. C'était compliqué d'avoir des radios. On avait des radios de temps en temps quand on pouvait, et pas le week-end. Ce qui est embêtant quand tu viens d'intuber un patient, que tu viens de mettre une voie centrale, t'aimerais bien savoir où elle est, mais bon. Euh, Effectivement. Non, non, je suis mais pas parti par la réserve sanitaire. J'ai juste candidaté. Je fais un mail à l'ARS en disant que j'étais animateur, dispo de temps à temps et que j'étais intéressé. Je fais pas partie de la réserve. non, alors c'est quoi le rapport avec les Ivana? Non, il y a rien, c'est une mauvaise blague, mais effectivement, je viens d'une réa, donc pour ceux qui connaissent un peu Lyon, c'est une réanimation qui a réputation d'être un petit peu voilà sur le budget et effectivement le chef de service vient de Clermont-Ferrand à la base, c'est tout. C'est plus une blague qu'on se dit entre nous, il n'y a pas de no offense. Et de toute façon, je ne sais pas si tu as ce sentiment-là par rapport à cette pandémie. C'est que finalement, toute cette pandémie, alors même si elle fait un stress test de la population et on va dire, de la capacité des populations à s'organiser et à pas faire un scénario à la The Walking Dead à chaque fois qu'il y aura une pandémie, bon, bah, ça c'est raté, on l'a bien vu, mais quand tu imagines que et en Guadeloupe, en fait, le problème, c'est en Guadeloupe et en Martinique, le CHU est d'emblée, enfin, est souvent, en permanence, je vais dire, en situation un peu dégradée, quoi. Et donc là, tu rajoutes une situation catastrophique. Voilà, il y en a qui connaissent la réanimation dont je parle. Et, et du coup, si tu veux rajouter ça à un CHU qui est déjà en piteux état, on va pas se mentir, ça a été une véritable catastrophe. J'ai vu quelqu'un un petit peu plus tôt dans le chat qui disait que l'État a rien anticipé. Alors, je pense que l'État a rien anticipé, oui et non, dans le sens où effectivement la gravité de cette vague n'a pas été anticipée. Non, clairement. Il y aurait probablement beaucoup à redire par rapport à ça. La vaccination n'a pas été assez, voilà. Il y a énormément de fake news, mais bon, ça fait quand même des dizaines d'années que le CHU aux Antilles est un CHU qui perd ses radiologues. Moi, pour avoir travaillé avec énormément d'internes qui venaient de là-bas, honnêtement, c'est quand tu sais que t'as pas accès à la radiologie interventionnelle et que tu fais prendre l'avion à des gens qui sont en réanimation pour qu'ils aient de la radiologie interventionnelle en métropole. Bah, quand tu vois ce qui est déployé pour essayer d'avoir une continuité de soins en temps habituel, je suis peu étonné de la situation actuelle, bien même si ça me rend pas forcément heureux. Et effectivement, ce sera à un moment donné on va devoir prendre ça à bras le corps en disant qu'est-ce qu'on fait, quoi, parce que clairement on peut pas laisser ça comme ça. C'est complètement, c'est un peu scandaleux, quoi. Ouais, moi j'ai une copine, enfin moi il y a plein d'exemples que j'ai pas développés, mais j'ai une copine qui elle était interne, qui est interne et qui elle était au CHU. Nous, on avait régulièrement aussi, j'ai pas développé les médicaments, mais on avait régulièrement des ruptures sur les médicaments. Et elle me disait, mais les gens au CHU, ils avaient des gens qui travaillaient dans la réa habituellement. Ils disaient, les gens disaient, ah, bah, ça arrive qu'en fait il y ait des problèmes aussi d'organisationnel qui fait qu'on n'a pas d'antibio, on n'a pas l'antibio qu'on veut pendant une semaine, 10 jours, parce que l'approvisionnement s'est pas fait. On Et se rend pas compte à quel point les choses fonctionnent la normalité dans la normalité. Enfin, tu ouais, vois, je c'est veux dire, ça. c'est anormalement Mm. normal. Enfin, c'est normalement anormal, plutôt, je vais dire. Et ça, on s'en rend Moi, pas compte. ouais. Moi, pour revenir sur une anecdote aussi qui m'a pas mal marqué, c'est je prends ma première garde. Je prends ma première garde. Je crois qu'à peu près quasiment tous les patients étaient curarisés en continu, hein, ce qui fait partie du gold standard de la prise en charge du SDRA Covid et non Covid. Quasiment tous les patients. Et puis vers 20 heures, l'infirmier vient me voir en me disant on a un problème. Il reste 2 ampoules de curare pour finir la nuit. Ok. Donc il faut un petit peu choisir les patients que tu vas laisser curariser parce que Sans avoir de gaz du sang. sans avoir de garde du sang évidemment. Bah, tu peux la nuit, mais ça va prendre 4 heures. On n'avait pas la machine à délocaliser non plus. Ouais. Il faut que tu choisisses un peu les patients que tu vas laisser curariser, les patients que bah, tu vas être obligé de décurariser parce que de toute façon il y a plus de curare.
au moins jusqu'au lendemain matin et que les curares arrivent. Euh, donc là aussi, tu dois choisir. Là aussi, tu dois choisir. Heureusement, voilà, ben, à ce moment-là, ben, on a dû faire ça. Puis finalement, on a réussi à envoyer quelqu'un, un infirmier, un aide-soignant qui est parti à pied au CHU pour essayer de gratter à la pharmacie du CHU s'il voulait pas nous lâcher 2-3 ampoules de curare. C'est pas le même, c'est pas le même établissement de soins. On a réussi à se débrouiller comme ça, mais c'est assez flippant, ouais. Ouais, et alors tu te dis, alors toi, tu as vécu ça en te disant, mais qu'est-ce que c'est que cette médecine où j'ai pas accès à du curare alors qu'il y a un médicament de base, et après tu mets ça en perspective en te disant, en Inde ou en Tunisie, les mecs étaient en train de C'est dealer ça, des bouteilles d'oxygène. bien sûr. Donc Ouais, c'est ça. c'est complètement C'est fou. ça. Et là, moi, moi, j'étais très choqué aussi. J'ai pas fait d'humanitaire avant cela. Je pense que j'en ferai parce que cette expérience m'a beaucoup plu, mine de rien. Mais je me dis qu'en humanitaire, c'est 1000 fois pire probablement. Je pense que ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'ils doivent être en train de vivre en Inde, en Afrique, euh, ce qu'ils ont vécu au Brésil. Bien sûr. Dans certaines zones du Brésil, dans certaines zones pauvres, je pense que ça n'a aucune commune mesure. Parce que Clairement. on est quand même un pays très riche qui peut se permettre, entre guillemets, le luxe d'envoyer 300 soignants de métropole par semaine. Je pense Ouais. qu'en Inde, ça n'existe pas. Et, Mais si on met les choses en parallèle, pourquoi est-ce qu'on a pu faire ça? Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, on avait un grand nombre de gens vaccinés qui permettait de maintenir une tension hospitalière limitée par rapport à cette quatrième vague de Covid. Si on n'avait pas eu ce taux de vaccination, si on n'avait pas eu de vaccin tout court, au moment où le Delta arrivait, on n'aurait pas pu faire ça. Donc la mortalité aujourd'hui, où il y a 264 décès, ce matin j'ai regardé les chiffres, en Guadeloupe, euh, donc des décès hospitaliers, c'est-à-dire presque 20% de mortalité hospitalière du Covid en Guadeloupe, bah, faut se dire qu'on aurait eu probablement le double, enfin je ne pourrais pas dire le double, j'en sais rien, mais clairement, sans pouvoir envoyer autant de gens pour ouvrir une réanimation dans laquelle, tu viens de le dire, personne ne travaillait sur place. Donc cette réanimation n'aurait pas existé. Donc l'ensemble des patients que tu as drainés seraient morts, parce qu'ils n'auraient pas eu de place. En tout cas, l'équivalent du nombre de patients que tu as drainés serait décédé. En fait, tout ça, l'un dans l'autre, euh, c'est finalement presque une chance dans le malheur qu'on ait pu dégager, comme tu l'as dit, un certain nombre de gens, parce que la pression hospitalière française le permettait. Et ça n'aurait pas été le cas si rappelle-toi, au milieu de la première vague, tu n'aurais pas pu te dire, tiens, bah, je vais aller en Guadeloupe une semaine, parce que bon, là, on se fait un peu chier, là, rien à faire. Et du coup, c'est vraiment, c'est dramatique. Et quelqu'un disait, c'est pas trop la médecine traditionnelle, le problème, c'est plutôt les fake news. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la médecine traditionnelle n'a absolument en soi rien de méchant. En tout cas, si on lui apporte les vertus qu'elle doit avoir et que ça reste ça, il n'y a pas de problème. et qu'on ne Euh, l'oppose pas à la médecine oui, classique. voilà. On ne doit pas Mais c'est s'opposer. simplement les gens. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur place, les gens qui sont encore dans le live et qui habitent sur place. J'imagine qu'il y a probablement des têtes de gondole, comme nous on a nos têtes de gondole complotistes qui profitent de la crise pour faire un peu de monnaie et un peu de fame. J'imagine que ça doit exister en Guadeloupe, que ça doit bien s'exporter, ce genre d'activité, et que c'est dramatique. Et effectivement, le problème des Antilles, c'est que c'est un problème qui existe depuis des dizaines d'années. Je veux dire, l'état de la santé au CHU, enfin des Antilles, est catastrophique. Et bien sûr, quand on n'a pas besoin de quand on n'est pas trop regardant, ça tourne. Hein. Il y a énormément de choses qui se passent en backstage, comme je te disais, des patients qui sont transférés en permanence en métropole, des patients graves de réanimation qui atterrissent en métropole pour des choses, puis qui repartent après en Guadeloupe. Enfin, c'est des rotations parce qu'il n'y a pas de radiologue il y a pas de radiologie interventionnelle, il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas d'équipe de radiologie qui reste de façon stable dans les CHU. Il y a très peu de gens qui restent pour faire une carrière complète et qui restent quelques années, puis qui, au vu de la situation, se cassent. C'est
c'est vraiment, j'espère qu'on va pouvoir, au-delà de grands élans de solidarité et des témoignages comme le tien, qui sont des témoignages importants, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe vraiment là-bas et comment on le fait. J'espère que ça pourra changer, hein, au-delà même de simplement faire revaloriser de 30 euros les infirmiers, quoi. Oui, c'est ça. Bah, Alors, pour rebondir ce que dit Olivier là dans le chat, hein, je pense que voilà, j'ose espérer que ça va faire réfléchir sur les Antilles, que cette situation de crise qui a été affreuse, comme tu le dis, c'est en train de diminuer un petit peu. Moi, la semaine où j'étais là, on commençait à amorcer le pic, on arrivait au pic de contamination. Il y avait toujours autant d'hospices et de tensions sur la réanimation. On a l'impression que ça commence à aller mieux là ces derniers jours, dernières semaines. Mais en tout cas, ouais, j'espère qu'avec ce qui s'est passé, les gouvernements vont réfléchir et essayer de trouver des solutions pour les Antilles, ouais, c'est sûr. ouais, ce que tu dis là, donc il y a Qu'il quelqu'un soit dit, pas juste, voilà, qu'il soit pas juste comme ça a été dit, hein, mettre un pansement et refaire et refaire venir plein de gens de métropole quand il y aura la crise, essayer de trouver des solutions plus durables, quoi. Enfin, effectivement, j'ai pas la solution moi-même, hein, mais moi non plus. Enfin, en même temps, je pense que la solution, déjà, c'est un manque de moyens. Hein, c'est un manque de moyens criant dans le CHU, clairement. Probablement, des histoires que j'ai entendues, mais ça c'est de la spéculation, mais globalement, il y a aussi un fort tissu je dirais pas de corruption, mais de petits arrangements aussi dans les sphères syndicalistes, les sphères de direction. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont aussi des choses qui sont liées à un certain type de mentalité locale. Moi, c'est absolument pas. Moi, j'ai habité à La Réunion et c'était aussi comme ça. Énormément de corruption politique. C'est vrai, c'est des choses qui sont. bah, Et l'un dans l'autre, ça, il tu y en vois, a ça n'aide tout, pas. mais plus on Oui, est dans une petite structure et plus c'est voyant, je pense. Plus c'est exactement. voyant, Et plus ça peut gangréner le truc, quoi. c'est de toute façon dans ces îles. Voilà, on est trop, on a trop, je pense, en métropole une vision un peu, c'est ouais, on va là-bas pour les vacances, les Mm. fonctionnaires sont mutés en Martinique parce que ça leur fait un petit truc Mm. dans leur carrière, c'est sympa, on profite puis on se casse, quand on prend ce qu'il y a à apprendre puis on se casse. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est mal vécu par la population locale, qui est vraiment là, Oui, mais clairement. et c'est quelque chose qui reste, tu vois, comme une espèce de chape, et c'est assez lourd. Après, bon, comme tu dis, on n'a pas la solution. L'important, c'est qu'on soit bien conscient de ce qui Mm. s'est passé. Parce que il y a quelqu'un qui dit effectivement, on aurait dû mettre en place une campagne de communication qui était adaptée à la culture locale. Moi, je pense que c'est Probablement. effectivement la base, hein. Mm. C'est effectivement la base parce que effectivement, personne n'est pareil. Et on l'a bien vu, il y a plein de pays qui voient la vaccination différemment. Mais enfin, prenons quand même toute proportion gardée. Si vous envoyez des dizaines de millions de doses à des pays comme le Brésil ou des pays comme l'Afrique subsaharienne, où les gens vont se vacciner, en fait, il n'y aura pas trop de problèmes par rapport à ça. Et que simplement, nous, on fait de la vaccination une opinion, là où d'autres le voient comme une nécessité. C'est simplement, Oui, c'est ça aussi, quoi, qu'il faut se dire. Alors, on te c'est demande ça. quel est le moral des Ça, soignants quand les aides ça devient un problème extérieures de riche. partent. C'est un problème de riches. Mm. On transforme les choses en opinion, alors que parce C'est ça. c'est tellement indu Parce- qu'on a le luxe d'en faire une opinion. Oui, c'est ça. Et puis on confond, c'est ça, on confond politique et santé publique. Bon. Exactement. On n'a Alors on pas te demande forcément si été aidé par tous les politiques, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. ça, effectivement, c'est un autre débat, mais je pense que ce sera vraiment un débat Mm. parce que c'est clairement une belle preuve de glissement de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui deviennent et qui glissent dans un territoire Mm. dans lequel elles ne devraient pas glisser. Et la santé publique n'est pas une opinion politique, en fait. C'est basé sur des faits et ça devrait rester comme ça. Est-ce que tu as un retour des gens à qui tu as travaillé là-bas? Est-ce que les soignants locaux ont pas un peu le moral qui baisse quand ils voient les gens partir, les aides extérieures partir? Ben, le moral qui baisse, je saurais pas trop dire, parce qu'il y avait, globalement, il y a un roulement en permanence, hein. C'est-à-dire quand on part, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Après, moi, j'ai gardé des liens
avec une anesthésiste là une anesthésiste à la polyclinique justement pour faire de la formation, etc. La formation dialyse en réanimation, tout ça. J'ai trouvé ça très cool. Mais en tout cas, oui, dans la réanimation, c'était, voilà, comme je disais, que c'était essentiellement des renforts. Donc, on a travaillé essentiellement avec des renforts. Un petit peu de renfort d'anesthésie, des gens qui faisaient plus de réanimation depuis, qui étaient sur l'île, mais qui faisaient plus de réanimation depuis un petit moment, qui exerçaient essentiellement de l'anesthésie, mais avec qui ça s'est ultra bien passé. On a tissé des liens vraiment, vraiment très forts. Et après, oui, les gens, je pense un peu, les gens sont un peu abattus en fait par le Covid, sont épuisés. Les soignants qui sont sur place, les Guadeloupéens, sont un peu épuisés par le Covid. Ils se sont pris une vague qu'ils n'attendaient pas. Ils comptent plus leurs heures et ouais, c'est vraiment de l'épuisement quoi. Comme je pense ont pu vivre les gens qui ont été dans les régions les plus touchées lors de la première vague. C'est l'impression. Ouais, Il me dit en plus voilà, on est comme dans la première vague, c'est-à-dire confinement dur, énormément de boulot, et quand on rentre à la maison, on n'a rien à faire et on on est déprime. enfermé. C'est un peu imaginer les gens vivent dans l'état d'esprit du premier confinement, quoi. Sauf qu'ils ont déjà 2 ans d'ambiance C'est ça. Covid. C'est ça. Et ça, je pense que ça joue, quoi. Moi, ça me fait penser alors c'est pour conclure, ça me fait penser, alors c'est absolument débile ce que je vais dire, mais ça me fait penser au scénario de Saw 3. Je sais pas si vous avez vu ces films. Je sais Non, pas, moi j'ai une j'ai facilité. vu le 1 qui est pas mal et le 2 je l'ai trouvé Ouais, pas ouf, alors je l'ai arrêté. ouais. Moi j'ai vu le 1 que j'ai trouvé génial et du coup je me suis dit tiens je vais tous les regarder. Et dans Saw 3, si vous l'avez vu, le pitch, alors je vais spoiler, hein. Si vous avez envie de le voir, quittez le live. Globalement, au début, il y a un certain nombre de personnes dans la pièce qui traversent ces jeux morbides là. Et puis à chaque fois qu'ils changent de pièce, il y en a toujours un qui crève, hein, ça c'est le principe. Et en fait, quand ils arrivent à la fin, ils se rendent compte que ils s'étaient tous aidés les uns les autres pour traverser les pièces. À la dernière épreuve, c'est il faut remplir une grosse jarre de son sang. C'est dégueulasse ce que je dis. Et globalement, la jarre, elle fait genre 6 litres. Et donc, ils sont plus que 2. Donc, il va falloir qu'ils se saignent à blanc et qu'ils mettent 3 litres de leur sang. Mais si vous aviez été tous là, vous auriez certainement eu beaucoup moins de souffrance puisque ça aurait impacté très peu chacun d'entre vous. Et là, ça va quasiment tous vous tuer parce que vous avez été incapable de vous entraider. Alors, voilà, ça c'est vraiment, je veux dire, c'est la plus mauvaise référence qu'on puisse faire. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de cette crise, c'est ça, quoi. Non mais ce que je veux dire, c'est que si chacun fait un petit effort, tu vois, par la vaccination, si chacun on ampute un tout petit peu de notre confort, de nos certitudes, pour aller de l'avant, probablement que ces choses-là ne seraient pas arrivées. Mais on s'en rend compte toujours a posteriori. Quand on refait le match, on dit bah ouais, c'est vrai que si on avait fait ça avant, si on avait commencé avant la campagne de vaccination, si on avait fait ceci, si on avait adapté cela, et si depuis 30 ans on n'avait pas laissé l'hôpital à la dérive. Et du coup, tu vois, c'est malheureux, mais je crois qu'on fonctionne que comme ça, quoi. Qu'on fonctionne que en tirant des conclusions, mais jamais en les anticipant. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, ça fait une bonne heure et quart qu'on discute. En tout cas, merci de ton témoignage, c'était vraiment cool. Encore merci à toi. Non, mais j'espère que ça vous a plu, les gens qui ont assisté à ce live. N'hésitez pas à le partager si vous avez des gens qui vous disent qu'il se passe rien aux Antilles. Je suis bien content d'avoir pu faire ça avec toi. Ça m'a fait plaisir de te voir parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Carrément. Et voilà quoi. Hein. Écoute, ça me fait bien plaisir. J'espère que, écoute, on aura peut-être l'occasion de faire d'autres lives sur la musique ou sur la néphro. Ça va. Avec grand plaisir. Et voilà, donc porte-toi bien. Je crois que tu es en vacances, tu les as bien méritées. Et puis à bientôt. À bientôt. Bye. Allez, ciao. Salut à tous. J'espère que ce live vous a plu, ça a été un plaisir de discuter avec Michael de la situation là-bas, qui n'a rien d'anodine. Finalement, on peut imaginer que les Antilles sont une espèce de bras contrôle de la non-vaccination. Et on voit bien qu'avec un virus aussi virulent et contagieux que le variant Delta, les choses sont catastrophiques.
Il ne s'agit pas là de faire du prosélytisme pro-vaccinal. De toute façon, la science n'en a pas besoin pour prouver son efficacité. Mais néanmoins, touche ici du doigt le danger que représente le discours anti-vaccinal et le discours complotiste. N'oubliez pas que ce discours est propagé par des gens qui ont des intérêts à le faire. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, où cette association de soi-disant médecins réinformateurs n'était en fait qu'une vaste opération financière à grands coûts de millions de dollars. J'espère que cet épisode de La Relève vous a plu. À bientôt pour d'autres épisodes plutôt centrés sur l'esprit critique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous savez comment ça fonctionne. À bientôt sur Doc & Roll.